Félicitations pour la naissance de ton petit-fils, James, m'a dit Rosa, ma voisine, en me remettant le courrier. J'ai vu les photos sur Facebook de Mélissa. Le bébé est magnifique. Je suis resté figé sur le seuil de la porte, les factures d'électricité et d'eau à la main, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Quelle photo? Ai-je demandé, la voix étranglée. Rosa a froncé les sourcils. À l'hôpital. Votre fils les a postés hier soir. Attends, tu n'étais pas au courant? Je suis rentré chez moi en titubant, j'ai laissé tomber les factures sur la table et j'ai ouvert Facebook, les mains tremblantes. Elle était là, une photo de mon petit-fils, nouveau-né, dans les bras de ma belle-fille. La légende disait « Notre prince est arrivé ». Ethan Thomas Miller, né hier à 22h15. Maman et bébé se portent bien. 423 commentaires. 287 likes. Et moi, le grand-père, je l'ai découvert sur Facebook comme tous les autres inconnus. Je m'appelle James Miller. J'ai 63 ans et je viens de découvrir que je suis grand-père de la pire manière qui soit. Pas grâce à un appel ému de mon fils. Pas en attendant dans la salle d'attente de l'hôpital. Mais par une voisine qui l'a vu sur les réseaux sociaux avant moi. J'ai fait défiler les commentaires, le cœur brisé. C'est magnifique. Félicitations. Bienvenue dans la parentalité. Tout le monde faisait la fête, tandis que moi, qui ai élevé mon fils seul après la mort de ma femme alors qu'il n'avait que 15 ans, j'étais complètement exclu. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Daniel, mon fils de 30 ans. Il a sonné 6 fois avant de répondre. Salut, papa. Daniel, ma voix s'est brisée. Je viens de voir sur Facebook. Le bébé est né? Silence de l'autre côté. Puis, un soupir fatigué. Papa, tout s'est passé très vite. Mélissa a commencé le travail au petit matin et... Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Les jeux interrompus. Pourquoi ai-je dû l'apprendre par la voisine? Tout était très chaotique, papa. L'hôpital, les médecins. Mais tu as eu le temps de poster sur Facebook. Un autre silence. Plus long cette fois. C'est Mélissa qui l'a posté, papa. Elle voulait d'abord partager la nouvelle avec sa famille. Sa famille d'abord. Ces mots m'ont transpercé le cœur. Et je ne fais pas partie de la famille? Ai-je demandé à voix basse. Bien sûr que si, papa. C'est juste que... Mélissa a préféré garder les choses plus discrètes au début. Discrètes. Comme si j'étais un étranger. J'ai été élevé à une époque où les grands-parents étaient présents. Mon propre père était dans la salle d'attente quand Daniel est né, faisant les 100 pas, impatient de rencontrer son petit-fils. Quand ma femme Sarah est décédée, il m'a aidé à élever Daniel. C'était ainsi que fonctionnaient les familles. Mais les temps ont changé. Du moins, c'est ce que Mélissa m'a toujours fait comprendre. Depuis que Daniel l'a épousée il y a 3 ans, j'ai senti que je m'éloignais progressivement de sa vie. D'abord, les dîners du dimanche ont cessé. Puis les appels téléphoniques hebdomadaires sont devenus mensuels. Enfin, les visites devaient être planifiées à l'avance, parce que Mélissa se sentait mal à l'aise avec les surprises. Mal à l'aise. C'était son mot préféré quand il s'agissait de moi. Papa, tu peux venir rencontrer Ethan la semaine prochaine. Mélissa sera en convalescence. La semaine prochaine. Je n'ai pas pu cacher la douleur dans ma voix. Daniel, c'est mon petit-fils. Mon premier petit-fils. Je sais, papa. Mais Mélissa est fatiguée et ne veut voir que sa famille proche pour l'instant. La famille proche. Une fois de plus, je n'en faisais pas partie. D'accord, dis-je en ravalant ma peine. Embrasse-la pour moi. Je le ferai. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, mon fils. J'ai raccroché et je me suis assis dans mon vieux fauteuil, celui où j'avais réconforté Daniel lorsque sa mère était décédée. Celui où je l'avais aidé à faire ses devoirs pendant des années. Celui où il m'avait annoncé qu'il avait décroché l'emploi de ses rêves à Denver. Je regardais les photos sur l'étagère. Daniel enfant, souriant sans ses dents de devant. Daniel adolescent, le jour de la remise des diplômes du lycée. Daniel adulte, le jour de son mariage, me serrant fort dans ses bras avant de marcher vers l'autel. Quand suis-je devenu un inconvénient dans la vie de mon propre fils? Mais en regardant cette photo de mariage, un souvenir précis me revint. Mélissa chuchotant quelque chose à l'oreille de Daniel pendant la réception. Lui secouant la tête. Elle insistant. Puis Daniel venant vers moi avec une expression étrange. « Papa, tu ferais peut-être mieux de rentrer plus tôt. » Mélissa se sent un peu dépassée. À l'époque, j'ai pensé que c'était le trac de la mariée. Je réalise maintenant que c'était le premier signe. Si vous aimez cette histoire d'un grand-père qui se bat pour avoir une place dans la vie de son petit-fils,
n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la suite montrera comment certaines personnes découvrent que repousser leur famille peut avoir des conséquences dévastatrices. J'ai repris mon téléphone et j'ai commencé à taper un message à Daniel. Puis je l'ai effacé. J'en ai tapé un autre. Je l'ai effacé à nouveau. Car à ce moment-là, en regardant l'écran blanc, quelque chose en moi a commencé à changer. Et ce que j'allais faire dans les semaines suivantes montrerait à Daniel et Mélissa que certaines erreurs ont un prix très élevé. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5h30, comme je le faisais depuis 30 ans. Même à la retraite, mon corps suivait toujours le rythme d'une vie entière passée à me réveiller avant le lever du soleil. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le réveil qui m'a réveillé. C'était le souvenir douloureux d'avoir découvert que j'étais grand-père grâce à Facebook. J'ai fait du café et je me suis assis dans la cuisine, regardant mon téléphone en silence. Devais-je rappeler Daniel? Insister pour les voir aujourd'hui? Ou valait-il mieux attendre la semaine prochaine dont il avait parlé? C'est alors que mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Allô, Monsieur Miller? Ici Amanda, de l'hôpital Saint-Joseph. Je vous appelle parce que vous êtes répertorié comme contact d'urgence pour Daniel Miller. Mon cœur s'est emballé. Il est arrivé quelque chose? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Miller. Il s'agit simplement d'une question administrative concernant la facture de l'accouchement. Nous avons un solde impayé de 8 500 $ qui n'a pas été couvert par l'assurance. Je suis resté silencieux. Daniel m'avait désigné comme contact d'urgence pour payer les factures, mais pas pour être informé de la naissance de son propre petit-fils. Monsieur Miller, êtes-vous toujours là? Oui, je suis là. Quelle est exactement la situation? Eh bien, la facture est au nom de Mélissa Thomas Miller, mais vous avez été désigné comme responsable financier secondaire. Pourrions-nous traiter le paiement aujourd'hui? Responsable financier secondaire. Pas grand-père. Pas famille. Juste un nom sur un formulaire pour couvrir les frais. Je dois d'abord en parler à mon fils, ai-je répondu, ma voix plus maîtrisée que je ne me sentais. Bien sûr. Mais, Monsieur Miller, ils ont déjà quitté l'hôpital hier. Il vaudrait mieux régler cela rapidement. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Daniel. Papa, il s'est passé quelque chose? L'hôpital vient d'appeler au sujet d'une facture de 8 500 $. Pourquoi m'as-tu désigné comme responsable financier sans m'en avertir? Silence de l'autre côté. Papa, c'était juste par précaution. L'assurance de Mélissa ne couvrait pas certaines procédures spéciales. Daniel, tu m'as exclu de la naissance de mon petit-fils, mais tu m'as inclus pour payer les factures. Ce n'est pas comme ça, papa. C'est juste que, eh bien, tu as une situation financière plus stable. Plus stable. Bien sûr. 43 ans à travailler dans le bâtiment, à vivre simplement, à économiser chaque centime. Alors que Daniel et Mélissa vivaient dans un appartement qui coûtait plus cher que toute ma maison. Je vais payer la facture, ai-je finalement dit. Mais je veux les voir aujourd'hui. Papa, j'ai dit que Mélissa avait besoin de se reposer. Daniel, si je suis assez proche de la famille pour payer 8 500 $, je suis assez proche de la famille pour rencontrer mon petit-fils. Un autre long silence. Laisse-moi lui parler. J'ai attendu 5 minutes interminables avant qu'il ne revienne au téléphone. Papa, tu peux venir cet après-midi. Mais seulement pour 1 heure. Mélissa est encore en convalescence. 1 heure. Pour rencontrer mon premier petit-fils. À quelle heure? À 14 heures. Et papa, essaie de ne pas apporter trop de choses. Mélissa est anxieuse quand il y a trop de mouvement. D'agitation. J'étais trop agité pour ma propre famille. À 2 heures pile, je me suis garé devant leur appartement à Denver. Un immeuble moderne avec un concierge, très différent de la maison simple où j'avais élevé Daniel seul après la mort de Sarah. J'avais apporté un petit ours en peluche et une couverture que Sarah avait tricotée des années auparavant, soigneusement conservée pour ce jour. Daniel a ouvert la porte avec une expression étrange. Ce n'était pas la joie de voir son père. C'était plutôt de la prudence. « Salut, papa. Entre. » L'appartement était impeccable. Décoration minimaliste, tout dans des tons de gris et de blanc. Aucune photo de notre famille dans le salon. Seulement des portraits professionnels de Daniel et Mélissa. « Où est le bébé ?» demandai-je à voix basse. Mélissa l'allait dans la chambre. Elle va l'amener dans quelques minutes. Nous nous sommes assis dans un salon qui ressemblait plus à un showroom qu'à une maison. Daniel jouait avec son téléphone pendant que j'essayais d'engager la conversation. Comment s'est passé l'accouchement? Long. 16 heures. 16 heures, et vous n'avez pas jugé important de m'avertir. Daniel soupira. Papa, s'il te plaît.
Ne recommençons pas. Recommencer quoi, Daniel? Vouloir faire partie de la vie de mon petit-fils? Tu fais partie de sa vie. Tu es ici. Pour 1 heure. Après avoir payé 8500 $. Mélissa est apparue, portant un bébé enveloppé dans une couverture bleue. Elle semblait fatiguée, mais pas malade. Elle ne semblait pas avoir besoin d'être protégée de la présence de son beau-père. « Bonjour, monsieur Miller », a-t-elle dit froidement, sans me proposer de tenir le bébé. « Bonjour, Mélissa. Félicitations. Il est magnifique. » Elle a simplement hoché la tête, ajustant la couverture autour du petit Ethan. Pendant 15 minutes, j'ai observé mon petit-fils à distance. Mélissa le tenait comme si je risquais de le contaminer rien qu'en le regardant. Quand j'ai finalement demandé si je pouvais le prendre dans mes bras, elle a répondu qu'il venait de s'endormir et qu'il valait mieux ne pas le réveiller. « Peut-être la prochaine fois », a rapidement ajouté Daniel. « La prochaine fois. Quand serait cette prochaine fois ?» Au bout de 45 minutes, Mélissa a dit qu'elle était fatiguée. Daniel s'est immédiatement levé. « Papa, je pense qu'il vaut mieux. » « Je sais. » Je me suis levé, laissant l'ours en peluche et la couverture sur une table d'appoint. « Quand pourrai-je revenir ? » « Nous verrons comment les prochaines semaines se déroulent, » a répondu Mélissa, et non Daniel. Je rentrai chez moi en silence, m'arrêtant à la banque pour transférer l'argent à l'hôpital. 8500 $ pour 1 heure passée à regarder mon petit-fils de loin. Ce soir-là, j'ai appelé ma sœur Hélène à Phoenix. « James, comment va le bébé ? Il est né avant-hier. Je l'ai découvert sur Facebook. » Silence à l'autre bout du fil. « Qu'est-ce que tu as dit ? » Je lui ai tout raconté. L'appel de l'hôpital, la visite d'1 heure, la froideur de Mélissa. « James, cette fille isole délibérément Daniel de toi. Peut-être qu'elle a juste besoin de temps. » Non, mon frère. J'ai vu cela arriver à des amis. Certaines belles filles ne veulent pas de concurrence pour l'affection de leur mari. Même pas avec sa famille. Mais Daniel n'était pas comme ça. Il m'aimait. Il t'aime toujours, James. Mais il est manipulé. Tu dois prêter attention aux signes. Les signes. En repensant aux 3 dernières années, ils étaient là. La première fois que Daniel a annulé notre traditionnel dîner dominical parce que Mélissa ne se sentait pas bien. La fois où elle a poussé un grand soupir lorsque Daniel a mentionné m'inviter à son anniversaire. La façon dont elle trouvait toujours des excuses lorsque je suggérais de leur rendre visite. Mais le signe le plus évident avait été lors de la réception de mariage. Je discutais avec Daniel d'un voyage de pêche que nous faisions chaque été depuis qu'il était enfant. « Cette année, nous allons devoir passer notre tour », a déclaré Daniel. Mélissa et moi prévoyons d'aller à Hawaï. Pas de problème. On pourra la reprogrammer. C'est alors que Mélissa est arrivée, passant possessivement son bras dans le sien. « De quoi parlez-vous ? » « De notre voyage de pêche annuel, ai-je répondu. Elle a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. « Daniel, tu n'avais pas dit que tu allais arrêter ces enfantillages maintenant que nous sommes mariés ? » Des enfantillages. 25 ans de tradition entre un père et son fils étaient des enfantillages. Daniel rougit. « Mélissa, ce n'est pas tout à fait ça. Chérie, tu as 30 ans. Il est peut-être temps de créer de nouvelles traditions. Des traditions familiales. » Et je ne faisais pas partie de la famille. Ce soir-là, Daniel m'a appelé. « Papa, à propos de la pêche. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, mon fils. C'est juste que Mélissa a raison. Il est peut-être temps de... » Je comprends. Mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment le garçon qui comptait les jours avant notre voyage annuel le considérait désormais comme enfantin. Je ne comprenais pas comment les traditions que nous avions construites ensemble après la mort de sa mère étaient devenues des obstacles à sa nouvelle vie. Maintenant, avec une facture d'hôpital de 8500 $ entre les mains et le souvenir d'une visite d'1 heure pour rencontrer mon petit-fils, j'ai enfin compris quelque chose. Mélissa ne voulait pas seulement que Daniel s'éloigne de moi. Elle voulait qu'il m'oublie complètement. Et le plus douloureux de tout était de réaliser qu'elle était peut-être en train d'y parvenir. Mais alors que je payais cette facture, en regardant le reçu du virement sur l'écran de l'ordinateur, une idée a commencé à germer dans mon esprit. Si je n'étais qu'un simple soutien financier pour eux, il était peut-être temps de découvrir exactement à quel point cette famille m'appréciait lorsque l'argent cesserait de couler à flot. 2 semaines se sont écoulées sans un mot de Daniel. 2 semaines qui m'ont semblé durer 2 ans. Chaque matin, je vérifiais mon téléphone dans l'espoir d'un message. « Papa, tu veux venir déjeuner ? » Ou « Ethan a souri aujourd'hui, tu veux voir ?» Mais l'écran restait silencieux. Le 15e jour, je n'en pouvais plus. J'ai appelé. « Papa. »
La voix de Daniel semblait surprise. « Salut, mon fils. Comment ça va? Comment va Ethan? Tout va bien. Il grandit vite. J'ai pensé passer vous voir cet après-midi. Je peux passer? » Un long silence. Très long. En fait, papa, ce n'est pas le bon moment. Mélissa est sensible. Le pédiatre a dit que c'était normal après l'accouchement. Sensible. Toujours la même excuse. Daniel, ça fait 2 semaines que je n'ai pas vu mon petit-fils. Je sais, papa. Mais Mélissa pense que trop de visites peuvent agiter le bébé. Elle a lu dans un blog sur la maternité que les nouveau-nés ont besoin d'un environnement calme. Un blog sur la maternité. Pas des livres de médecine, pas les conseils d'un pédiatre. Un blog sur la maternité. Et quand se sentira-t-elle à l'aise avec les visites? Je ne sais pas, papa. Peut-être dans quelques semaines. Quelques semaines. Comme si j'étais un étranger demandant à voir le fils de ses voisins. Daniel, je suis ton père. Ethan est mon petit-fils. Je ne demande pas à vivre avec vous. Je veux juste le voir de temps en temps. Je comprends, papa. Mais tu dois respecter les limites de Mélissa. C'est elle la mère. Et moi, j'étais quoi? Un intrus? D'accord, ai-je répondu, ma voix plus fatiguée que je ne l'aurais voulu. Préviens-moi quand ça te conviendra. Je te préviendrai. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi. Mais ces mots sonnaient creux. Cet après-midi-là, Hélène a appelé de Phoenix. Comment ça se passe avec le bébé? Je ne sais pas. Il ne me laisse pas le voir. Comment ça? Je lui ai raconté les 2 semaines de silence, l'excuse de la sensibilité de Mélissa. James, ce n'est pas normal. Les grands-parents ont le droit de voir leurs petits-enfants. Daniel dit que je dois respecter ses limites. Quelles limites, James? Tu n'es pas un étranger dangereux. Tu es son grand-père. Hélène avait raison. Quand Daniel était bébé, mes parents venaient lui rendre visite presque tous les jours. C'était naturel. C'était la famille. Tu dois faire quelque chose, a insisté Hélène. Avant qu'il ne soit trop tard. Comme quoi? Je ne sais pas. Mais tu ne peux pas simplement accepter ça. Après avoir raccroché, je me suis assis sur la terrasse avec une bière, regardant les photos sur mon téléphone. Les seules photos que j'avais d'Ethan étaient des captures d'écran des publications de Mélissa sur Facebook. Des captures d'écran. De mon propre petit-fils. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Mélissa publiait des photos presque tous les jours. Ethan endormi. Ethan en train de téter. Ethan dans son berceau. Et sur beaucoup de ces photos, il y avait d'autres personnes. Sa mère apparaissait en train de tenir Ethan. Sa sœur lui faisait des grimaces. Même des amis qui connaissaient à peine le bébé avaient des photos où elle tenait mon petit-fils. J'ai continué à faire défiler. Une semaine auparavant, Mélissa avait publié « Ethan a adoré rencontrer grand-mère Patricia aujourd'hui. 3 heures de câlins et de rire. 3 heures. Sa mère avait passé 3 heures avec mon petit-fils, alors que je n'avais eu qu'1 heure il y a 2 semaines. J'ai continué à regarder. Des photos d'Ethan avec ses oncles, ses cousins, même avec le facteur que Mélissa trouvait mignon, en train d'interagir avec le bébé. Tout le monde, sauf son grand-père paternel. Il ne s'agissait pas de sensibilité postpartum. Il ne s'agissait pas d'un environnement calme pour le bébé. Il s'agissait de moi, spécifiquement. Mélissa m'excluait délibérément. Le lendemain, je me suis rendu à la boutique de cadeaux du centre-ville. J'ai acheté un mobile musical avec des petits animaux colorés et un ensemble de vêtements. J'ai écrit une carte, à mon petit-fils Ethan, avec tout l'amour de grand-père James. J'ai hâte de te revoir. Je me suis rendu en voiture à leur appartement et j'ai sonné. Mélissa a ouvert la porte, mais a laissé la chaîne de sécurité en place. Monsieur Miller? Daniel n'est pas à la maison. Je sais. Je suis venu vous voir, vous et Ethan. Son expression s'est durcie. Ce n'est pas le bon moment. Mélissa, j'ai apporté quelques cadeaux. Je veux juste dire bonjour à mon petit-fils. Il dort. Au fond de l'appartement, j'ai clairement entendu un bébé pleurer. On dirait qu'il s'est réveillé, ai-je dit en essayant de garder un ton léger. C'est une colique. Il est très agité avec les étrangers. Les étrangers. J'étais un étranger pour mon propre petit-fils. Mélissa, je suis son grand-père. Je ne suis pas un étranger. Monsieur Miller, veuillez comprendre que ce n'est pas le bon moment. Quand sera-ce le bon moment? Quand il aura 18 ans. Elle soupira, comme si j'étais un enfant capricieux. Peut-être quand il sera plus grand et moins sensible. Plus grand comment? 6 mois? 1 an?
5 ans? Je ne sais pas. Nous devons voir comment il évolue. Les pleurs du bébé s'intensifièrent. Mon cœur se serra à l'idée que mon petit-fils était là, si près, et que je ne pouvais même pas le voir. Laissez-moi au moins lui donner ses cadeaux. Vous pouvez les laisser ici, devant la porte. Devant la porte. Comme un livreur. Mélissa, qu'ai-je fait de mal? Pourquoi ne m'aimez-vous pas? Pendant un instant, son masque a glissé. J'ai vu quelque chose qui ressemblait à du mépris dans ses yeux. Ce n'est pas personnel, monsieur Miller. C'est juste que Daniel et moi voulons élever Ethan d'une certaine manière. Sans trop d'ingérence extérieure. Ingérence extérieure. J'étais une ingérence extérieure dans la vie de mon propre fils et de mon petit-fils. Je comprends, ai-je murmuré en posant les cadeaux sur le paillasson. Dites à Daniel que je suis passé. Je lui dirai. La porte s'est refermée. Je suis resté là quelques secondes, écoutant les pleurs étouffés du bébé à travers le bois. Mon petit-fils était à moins de 10 mètres de moi, mais il aurait pu être sur une autre planète. Je rentrais chez moi en silence, mais mon esprit était loin d'être calme. 30 ans à élever Daniel seul. 30 ans à être à la fois père et mère. À cumuler 2 emplois quand c'était nécessaire. À lui apprendre à faire du vélo, à lasser ses chaussures, à devenir un homme après avoir perdu sa mère. Et maintenant, j'étais traité comme une menace pour la famille que j'avais aidé à fonder. Ce soir-là, j'ai appelé mon avocat, Tom Rodriguez, qui s'était occupé des papiers lorsque Sarah était décédée. James, comment vas-tu? J'ai appris que tu étais grand-père maintenant. C'est pour ça que je t'appelle, Tom. J'ai une question étrange. Les grands-parents ont-ils le droit légal de voir leurs petits-enfants? Une pause. Cela dépend de la situation. Pourquoi cette question? Je lui ai tout raconté. L'exclusion de la naissance, la visite d'1 heure, les 2 semaines de silence, la porte claquée au nez. C'est compliqué, James. Techniquement, les parents ont le droit de décider qui peut voir l'enfant. Mais il existe des précédents en matière de droit de visite des grands-parents, en particulier lorsqu'il existe une relation préalable établie. Quel genre de précédent? Des cas où les grands-parents avaient une relation significative avec l'enfant qui a été injustement interrompue. Ou des situations où le refus d'accès nuit au bien-être de l'enfant. Une relation significative. Je n'ai guère eu l'occasion d'établir une relation. Que recommandez-vous? Pour l'instant, documentez tout. Vos tentatives de contact, leurs réponses, les cadeaux envoyés. Si la situation empire, nous pourrons explorer les options juridiques. Documenter. Me préparer à une guerre juridique contre mon propre fils. J'ai raccroché et je me suis assis dans le fauteuil de Sarah, regardant la photo de notre famille lorsque Daniel avait 10 ans. Nous étions au parc, souriants, une famille au complet. Que dois-je faire, Sarah? Ai-je murmuré à la photo. Comment protéger notre petit-fils d'une femme qui me considère comme son ennemi? Mais Sarah ne pouvait pas répondre. Et pour la première fois depuis sa mort, je me suis senti complètement seul. C'est à ce moment-là, assis dans l'obscurité du salon, que j'ai pris une décision. J'avais passé 3 décennies à construire une relation avec mon fils. J'avais tout sacrifié pour lui. Je payais ses factures. Je soutenais ses décisions. Mais s'il voulait me traiter comme un étranger, si sa femme voulait me voir comme une intrusion extérieure, alors peut-être était-il temps de leur montrer exactement à quoi ressemble la vie quand cet étranger décide d'arrêter de les aider. Daniel ne le savait pas encore, mais le prochain appel que j'allais passer allait tout changer entre nous pour toujours. Le lendemain matin, j'ai appelé la banque et demandé un relevé complet des 3 dernières années. Je voulais voir d'exactement combien d'argent j'avais transféré à Daniel depuis son mariage. Les chiffres m'ont coupé le souffle. 47 385 $. À compte pour la maison. Meubles. Nouvelle voiture. Lune de miel. Urgence médicale. Et maintenant, les factures de l'hôpital. Près de 50 000 $ en 3 ans pour un fils qui me traitait comme un inconvénient. J'ai imprimé chaque reçu, je les ai classés par date et je les ai rangés dans un dossier. S'il voulait me traiter comme un bailleur de fonds plutôt que comme un membre de la famille, alors je documenterais chaque centime. Cet après-midi-là, Hélène a rappelé. Comment ça va? Pire. Mélissa m'a empêché d'entrer dans la maison hier. Elle a fait quoi? Je lui ai raconté la visite refusée, le fait d'avoir entendu Ethan pleurer de l'autre côté de la porte. James, tu dois arrêter de quémander leur attention. Je ne supplie pas. Si, tu le fais. Et ils le savent. Pourquoi crois-tu que Daniel t'a désigné comme responsable du compte de l'hôpital? Parce qu'il sait que tu paies toujours. Hélène avait raison. Pendant 3 ans, chaque fois que Daniel avait besoin d'aide, j'ouvrais mon portefeuille sans poser de questions.
J'étais la banque personnelle de la famille. Que suggères-tu? Arrête d'être la solution à leurs problèmes financiers. Tu verras combien de temps ils mettront à t'appeler. Et si c'est une vraie urgence? James, 8500 $ pour une chambre privée, ce n'est pas une urgence. C'est du luxe. Après avoir raccroché, je me suis assis avec une tasse de café et j'ai commencé à prendre des notes. Daniel appelait toujours quand il avait besoin d'argent. Toujours avec la même excuse, c'est juste cette fois, papa. Dès que les choses iront mieux, je te rembourserai. Mais les choses n'allaient jamais mieux. Et l'argent ne revenait jamais. J'ai ouvert mon ordinateur et créé un nouveau document, historique des prêts, Daniel Miller. J'ai répertorié chaque virement, chaque justification qu'il avait donnée, chaque promesse de remboursement qui ne s'était jamais concrétisée. La feuille de calcul s'est remplie pendant 2 heures. 47 000 $ de prêts qui sont devenus des cadeaux non reconnus. Pendant que je travaillais, mon téléphone a sonné. Daniel. Salut, papa. Salut, mon fils. Mélissa voulait que je t'appelle pour, te remercier pour les cadeaux que tu as laissés hier. Des cadeaux qu'elle ne m'a pas laissé lui remettre en personne. De rien. Et papa, à propos de cette facture d'hôpital, quand penses-tu pouvoir faire le virement? Voilà. Pas de questions sur mon état de santé. Pas d'invitation à leur rendre visite. Directement à l'argent. En fait, Daniel, j'ai besoin de te parler de ça. Te parler de quoi? De l'argent. Des prêts. De la façon dont notre relation est devenue purement financière. Silence de l'autre côté. Papa, je ne comprends pas. À quand remonte la dernière fois où tu m'as appelé sans avoir besoin d'argent? Ce n'est pas vrai. Daniel, au cours des 3 dernières années, je t'ai transféré près de 50 000 $. 50 000. Et pourtant, je peux à peine voir mon petit-fils. Papa, tu exagères. Je t'écoute. Compte de décembre 2021. 5 000 pour la caution de la maison. Janvier 2022. 3 000 pour les meubles. Mars. 4 000 pour la voiture. Papa, arrête. Pourquoi? Ce sont mes relevés bancaires, Daniel. Mon argent qui a disparu alors que je devenais de plus en plus invisible dans ta vie. C'est différent. En quoi est-ce différent? Parce que tu as offert ces choses. Tu as dit que tu voulais aider. Je voulais aider parce que c'était mon fils. Mais l'aide doit s'accompagner de respect, pas d'exclusion. Daniel soupira, agacé. Papa, ne mélange pas tout. Mélissa fait juste attention au bébé. Daniel, sa mère passe 3 heures avec Ethan. Moi, j'ai 5 minutes. En quoi est-ce la même attention? C'est différent. C'est sa grand-mère maternelle. Et moi, je suis un moins que rien. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas besoin de le dire. Tes actions parlent pour toi. Un long silence s'installa. Il pouvait entendre Mélissa parler en arrière-plan, mais pas ces mots. Papa, reprit Daniel au téléphone, d'une voix plus froide, tu vas payer la facture ou pas? La question qui allait tout changer. Non. Comment ça, non? Je ne paierai pas. Papa, tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux, Daniel. Je ne serai plus ta banque personnelle tant que je serai traité comme un étranger. C'est ridicule. Tu es mon père. Exactement. Je suis ton père, pas ton bailleur de fonds anonyme. J'entendais Mélissa crier en arrière-plan. Je ne comprenais pas les mots, mais le ton était clair, la colère. Papa, tu es égoïste. Nous avons un nouveau-né. Et j'ai un petit-fils que je connais à peine. Ce qui est égoïste, c'est de m'utiliser pour l'argent, mais de m'exclure de la famille. Nous ne t'excluons pas. Daniel, arrête de mentir. À moi et à toi-même. Encore des cris de Mélissa. Je pouvais maintenant entendre quelques mots, typiques, manipulateur, chantage. Papa, reprit Daniel, Mélissa a raison. Tu fais du chantage émotionnel. Du chantage émotionnel. Parce que je veux être traité comme un membre de la famille. Si vous pensez que vouloir être respecté est du chantage, alors il est peut-être temps de réévaluer ce que signifie la famille. Papa, s'il te plaît. Daniel, quand vous serez prêt à me traiter comme le grand-père d'Ethan, et non comme un compte en banque, appelez-moi. Papa, ne fais pas ça. Nous avons besoin de cet argent. Le masque était enfin tombé. Il ne s'agissait pas du bébé qui était sensible. Il ne s'agissait pas de Mélissa qui avait besoin de repos. Il s'agissait d'argent. Il s'était toujours agi d'argent. Bonne chance pour trouver une autre source. Ai-je dit avant de raccrocher. Mon téléphone a immédiatement commencé à sonner. Daniel me rappelait.
Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il tombe sur la messagerie vocale. Il a sonné à nouveau. Je l'ai laissé sonner à nouveau. 5 appels manqués en 10 minutes. Si vous suivez le parcours d'un grand-père qui se bat pour être respecté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que Daniel et Mélissa allaient faire dans les heures suivantes allait révéler leur véritable caractère. Au 6e appel, j'ai répondu. Papa, sois raisonnable, s'il te plaît. Daniel, je suis la personne la plus raisonnable que tu connaisses. Ce qui serait raisonnable, c'est que vous me traitiez comme un membre de la famille. Tu nous punis à cause de malentendus. Des malentendus? Daniel, tu m'as littéralement dit que j'étais une ingérence extérieure dans la vie de mon propre petit-fils. Je n'ai pas dit ça. Mélissa l'a dit. Et tu as acquiescé en silence. J'ai entendu des chuchotements en arrière-plan. Ils discutaient de leur stratégie. Papa, et si on te laissait leur rendre visite plus souvent? Ils me laissaient. Comme si c'était un privilège à accorder. Daniel, je ne négocie pas le temps que je passe avec mon petit-fils. Soit je fais partie de la famille, soit je n'en fais pas partie. Tu fais partie de la famille, papa. Alors pourquoi dois-je payer pour prouver cela? Silence total. Papa, sa voix désormais désespérée, l'hôpital menace d'envoyer notre facture en recouvrement. Alors vous deux, adultes ayant un emploi, vous devrez régler cela comme des adultes. Mais papa. Daniel, j'ai 63 ans. J'ai travaillé 43 ans pour me constituer une retraite. Je ne vais pas la dépenser en me faisant manquer de respect par ceux-là même qui en bénéficient. J'ai raccroché à nouveau. Cette fois, mon téléphone est resté silencieux pendant 2 heures. Quand il a enfin sonné, c'était un SMS. Papa, tu vas le regretter. Mélissa avait raison à ton sujet depuis le début. J'ai lu le message 3 fois. Mélissa avait raison depuis le début. À propos de quoi? Que j'étais problématique. Que je devais être tenu à distance. J'ai simplement répondu, peut-être. Mais au moins, je le regretterai avec dignité. Ce soir-là, j'ai rassemblé tous les documents, relevés bancaires, preuves de virement, SMS, enregistrement d'appel. 3 ans de preuves montrant exactement comment notre relation était devenue transactionnelle. Pendant 43 ans, je me suis réveillé chaque jour en sachant que j'avais des responsabilités. Des factures à payer, des projets à mener à bien, une famille à subvenir. Maintenant, pour la première fois depuis la naissance de Daniel, je n'avais plus personne qui dépendait financièrement de moi. Et pour la première fois, cela ne m'effrayait pas. Cela me libérait. Car j'étais sur le point de découvrir si mon fils m'aimait, ou s'il n'aimait que mon argent. La réponse allait venir plus vite que je ne l'imaginais. 3 jours se sont écoulés dans un silence total. 3 jours pendant lesquels mon téléphone n'a pas sonné une seule fois. Le matin du 4e jour, le silence a été rompu. Daniel a appelé à 6h45 du matin. Papa, s'il te plaît, réponds. Sa voix était étrange, presque méconnaissable. Salut, Daniel. Papa, il faut qu'on parle de toute urgence. À propos de quoi? À propos de tout. À propos du compte, à propos d'Ethan, à propos de la façon dont on gère les choses. Intéressant. Maintenant, c'était nous qui gérions mal les choses. Je peux passer aujourd'hui. Bien sûr. 2 heures plus tard, Daniel était à ma porte. Seul. Il avait l'air épuisé. Des cernes profonds, une barbe de 3 jours, des vêtements froissés. L'homme toujours soigné qui avait épousé Mélissa avait disparu. Où est Mélissa? À la maison. Avec Ethan. Nous nous sommes assis dans le même salon où je l'avais réconforté lorsque Sarah était décédée. Où je l'avais aidé à faire ses devoirs. Où il m'avait annoncé qu'il avait trouvé un emploi à Denver. Papa, la situation est compliquée. Comment ça? Daniel soupira en se passant les mains sur le visage. L'hôpital a envoyé notre facture à la facturation. Notre cote de crédit a chuté. Eh bien, Mélissa est très stressée. Stressée. Mélissa était toujours stressée lorsque les conséquences arrivaient. Daniel, vous êtes des adultes qui ont un emploi. 8 500 $, c'est beaucoup d'argent, mais ce n'est pas impossible à payer en plusieurs versements. En fait, papa, j'ai perdu mon emploi. L'air s'échappa de mes poumons. Quoi? Vendredi. Réduction d'effectifs dans l'entreprise. J'étais l'un des plus jeunes. Alors. Tu as perdu ton emploi il y a 4 jours et tu ne m'en as pas parlé. Daniel baissa la tête. Mélissa a dit que tu allais me faire du chantage émotionnel si tu l'apprenais. Du chantage émotionnel. Parce que je m'inquiète pour mon fils au chômage. Et maintenant? Maintenant, nous sommes désespérés.
Papa. Nous avons le loyer, les factures, les mensualités de la voiture, et maintenant cette dette à l'hôpital. Et qu'avez-vous pensé? Que j'allais découvrir tout ça et automatiquement tout régler. Oui. J'ai pensé que j'allais tout payer sans poser de questions, même après que vous m'ayez traité comme un étranger. Daniel resta silencieux. Daniel, réponds-moi honnêtement. À quand remonte la dernière fois où tu m'as appelé sans avoir besoin d'argent? Il réfléchit longuement. Très longuement. Je ne m'en souviens pas. Moi non plus. Parce que ça n'est jamais arrivé. Je pris le dossier que j'avais préparé et le posai sur la table entre nous. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. Daniel ouvrit le dossier et ses yeux s'écarquillèrent. Des pages et des pages de relevés bancaires, de preuves de virement, de tableaux détaillés. Papa, qu'est-ce que? 47 385 $. Daniel. En 3 ans. Il a feuilleté les papiers, son expression changeant à chaque page. Acompte pour la maison. Meubles. Voiture. Lune de miel. Urgence médicale. Facture d'hôpital. Tout est documenté. Papa, tu n'as pas besoin de... Si, j'en ai besoin. Parce que tu as transformé notre relation en transaction bancaire. Daniel a arrêté de feuilleter les papiers et m'a regardé. Ce n'était pas intentionnel. Daniel, regarde ces chiffres. Regarde les dates. À chaque virement, je suis devenu plus invisible dans ta vie. Il a étudié la chronologie. J'ai pu voir le moment exact où il a compris. 47 000 $ achètent beaucoup de silence, n'est-ce pas, mon fils? Papa, ce n'était pas comme ça. Comment était-ce alors? Explique-moi comment j'ai dépensé 50 000 $ pour vous et comment j'ai quand même été empêché de connaître mon petit-fils. Daniel tremblait maintenant. Mélissa faisait juste attention. À son fils, mais pas à mon argent. La vérité a finalement éclaté au grand jour. Crue et douloureuse. Daniel, tu m'as transformé en banque. En fournisseur anonyme de solutions financières. Ce n'était pas mon intention. L'intention n'a pas d'importance. C'est le résultat qui compte. J'ai pris un autre document dans le dossier. La liste de tous les appels entre nous au cours des 2 dernières années. J'ai surligné chacun de ceux qui avaient abouti à une demande d'argent. 92%, Daniel. 92% de nos conversations se terminaient par une demande d'argent de ta part. Il a regardé les chiffres, puis m'a regardé, puis a regardé à nouveau les chiffres. Et maintenant, ai-je poursuivi, alors que vous avez vraiment besoin d'aide, vous vous rendez compte que vous avez brûlé votre dernier pont. Papa, s'il te plaît. S'il te plaît, quoi? Continuer à financer des gens qui me traitent comme un inconvénient? Ce n'est pas vrai. Alors comment est-ce vrai? Explique-moi pourquoi la mère de Mélissa peut passer 3 heures avec Ethan. Mais moi, je ne peux même pas entrer dans la maison. Daniel n'avait pas de réponse. Explique-moi pourquoi vous m'avez désigné comme responsable du compte de l'hôpital sans m'en avertir. Silence. Explique-moi pourquoi Mélissa dit que je suis une ingérence extérieure, mais que mon argent n'est pas une ingérence. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Daniel, tu veux que je paie cette facture? Oui. Tu veux que je t'aide à payer les autres dépenses jusqu'à ce que tu trouves un emploi? Oui. Alors dis-moi, qu'est-ce que j'y gagne en échange? Il me regarda, perplexe. Quel est mon retour sur investissement, Daniel? 50 000 $ investis. Quel a été mon retour? Tu es mon père. Et être ton père me donne droit à quoi, exactement? La question resta en suspens comme une fumée toxique. Cela me donne le droit de voir mon petit-fils quand je le souhaite? D'être inclus dans la famille? D'être traité avec respect? Daniel baissa la tête. Ou être père me donne-t-il seulement l'obligation de payer les factures sans poser de questions? Quand il releva la tête, il avait les larmes aux yeux. Papa, j'ai tout gâché. Oui, tu as tout gâché. Comment puis-je réparer cela? C'est alors que j'ai dévoilé ma dernière carte. Daniel, je vais te faire une offre. Une dernière offre. Il s'est redressé, plein d'espoir. Je paierai toutes vos dettes. Je t'aiderai à trouver un emploi. Je t'aiderai même à acheter une maison, si tu le souhaites. Papa, ce serait... Mais en échange, je veux 20% de toutes les décisions familiales concernant Ethan. Son visage pâlit. 20% des visites. 20% des vacances. 20% du temps quand il sera grand. Papa, je ne peux pas. Je peux assister à ses premiers pas à être présent pour son premier anniversaire. Le garder avec moi certains après-midi. Mélissa n'acceptera jamais. Alors vous avez le choix.
Acceptez que le grand-père ait des droits, ou réglez vos dettes vous-même. Daniel resta silencieux pendant 5 longues minutes. Je pouvais presque entendre son esprit travailler, calculer, peser les options. Je peux en parler à Mélissa. Oui. Mais Daniel, cette offre expire dans 48 heures. Après cela, vous serez livré à vous-même. Il acquiesça, prit les papiers sur la table et se leva. Papa, je suis vraiment désolé. Moi aussi, mon fils. Après son départ, je m'assis sur la terrasse avec une bière, regardant le coucher du soleil. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme une victime. Je me sentais en contrôle. Dans 48 heures, je saurais si j'avais encore un fils ou seulement des débiteurs. 47 heures et 53 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Papa, j'accepte ton offre. Daniel semblait abattu, mais déterminé. Et Mélissa, elle comprend que nous n'avons pas le choix. Intéressant. Ce n'était pas une acceptation, c'était une capitulation. Daniel, j'ai besoin de l'entendre directement d'elle. J'ai entendu des chuchotements en arrière-plan, puis la voix tendue de Mélissa. Monsieur Miller, nous acceptons les conditions. Quelles conditions précisément? 20% des décisions familiales concernant Ethan. Et qu'est-ce que cela signifie concrètement? Silence. Puis, vous pouvez lui rendre visite 2 fois par semaine. Participer aux fêtes importantes. Être présent lors des événements marquants. Et en échange, vous nous aiderez financièrement jusqu'à ce que Daniel trouve un emploi. C'était l'accord le plus froid de ma vie, mais aussi le plus honnête. 3 semaines plus tard, je tenais Ethan dans mes bras au parc, tandis que Daniel poussait nerveusement la balançoire vide. Papa, je suis désolé pour tout. Je sais. Mélissa est désolée aussi. Je l'ai regardée. Daniel, peu importe qu'elle soit désolée ou non. Ce qui importe, c'est comment vous agirez à partir de maintenant. Ethan a ri dans mes bras, agrippant mon doigt avec force. Grand-père James est là, lui ai-je chuchoté. Et il sera toujours là. Au cours des mois suivants, notre famille s'est réorganisée. Ce n'était pas parfait, mais c'était respectueux. Mélissa ne m'aimait toujours pas, mais elle me traitait avec une courtoisie froide. Daniel a trouvé un nouvel emploi et a commencé à m'appeler pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'argent. Et Ethan a grandi en apprenant à connaître son grand-père. 1 an plus tard, alors que nous regardions Ethan faire ses premiers pas dans mon salon, Daniel a dit « Papa, merci de ne pas avoir abandonné notre famille. Merci d'avoir appris à me respecter. » Mélissa, qui filmait, s'est arrêtée et m'a regardé. Pendant un instant, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de la gratitude dans ses yeux. « Monsieur Miller. »« James » a-t-elle murmuré. « Merci de nous avoir appris les limites. » 2 ans ont passé. Ethan court désormais vers moi en criant « Grand-père » chaque fois qu'il me voit. Daniel et moi sommes retournés pêcher ensemble, cette fois-ci avec mon petit-fils. Mélissa ne m'aime toujours pas, mais elle me respecte. Et j'ai appris quelque chose de fondamental. L'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Hélène avait raison. Cesser d'être la solution à tous leurs problèmes a été la meilleure chose que j'ai faite. Non par vengeance, mais par dignité. La semaine dernière, Daniel m'a rapporté les relevés bancaires. 47 000 $, plus les intérêts. Chaque centime que j'avais prêté. Tu n'as pas besoin de tout rembourser d'un coup, m'a-t-il dit. Si, papa. J'ai appris que les dettes familiales génèrent des intérêts en matière de respect. Si cette histoire d'un grand-père qui a retrouvé sa dignité vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, car nous méritons tous des relations basées sur le respect mutuel et non sur une obligation financière. Aujourd'hui, à 65 ans, j'ai quelque chose que l'argent ne peut acheter. L'amour sincère de mon petit-fils et le respect de mon fils. Ethan m'a appris que parfois, la meilleure vengeance est simplement de refuser d'être invisible. Весело. Подожди, опять вот теперь вот. Я не пойму. У вас тоже 20? Больше не думаю. Какие вещи будут? О, удержанная. Видите, чтобы разрешить для запрета. Темновато. Ага, темновато. Если придумали, конечно. Давай вот сюда рюкзак поставь, положим вещи.
Вот место свободное, кажется. А, нет. Ой, теперь ждать. Сколько ждать там? 1 час 30 минут. Что-то долговато ждать. Рановато выехали. Ну, зато там сейчас очередь. Очередь бы дольше стояла. Что хотите? Что-нибудь? Да тут Ну, тут дороговато все. Тут хот-дог 625 рублей. Пофигу. Тут дешевый, добрый. 150 рублей. Больше пивной нет, можно с пивом. А, нет, 1600 стоит. Пиво. Да. Холодненького что-то хочется выпить. Холодненького выпить что-то. Тоже хочу, да. Иди столик как будет свободный. Цвет и худи идеальный микс для повседневного стрима. Короче, пивас идем покупать. Все, достали мне. Надо дождаться. А, свободный стол. О! Краска идеально. Короче, последи, чтобы никто не умрал. This is an announcement for passengers on flight 437 from Sochi to Nizhny Novgorod. The flight has been delayed due to late arrival of the Я aircraft. вас тут оставил. The new departure time is 17:50. Пришли. О! Что за чир? А, вот есть. Только стакан надо убрать, все. Что, ты пиво будешь? Да. Давай. Женя, ты что будешь? Ну, есть что. Белое. Три, наггетсы, что-нибудь. Дорого. Да какая разница? Большая. Мешок взять. Пиво Жигулевское. О май гад. Лол, опять реклама. Какая реклама? Вот это реклама. Завтрак 24/7. Кто такой? Достали. Я Ladies and выпью. gentlemen, this is an announcement for passengers on flight 6940 from Sochi to Moscow. The flight has been delayed due to late arrival of the aircraft. The new Точно. departure time is 12:40. Так уж и быть. Рекламить не нужно ничего. Я так-то не сотрудничаю ни с кем. Ребят, задаем вопросы. Вопросы задаем, пока я еще есть. Потому что меня скоро не будет, скоро улетаю. Ladies and gentlemen, this is the last call. Все внимание на лампу. 548 Airlines Double Airlines to St. Теперь Petersburg. внимание на лампу. Would Что all смотришь? remaining passengers for this flight please go without delay to gate 11. Thank you. Нежданчик такой. Теперь не видно уж лампу. Понятно? Большой пивной сет.